23 heures à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi est en Côte d'Ivoire depuis maintenant quelques heures pour une visite officielle. Visite qui intervient après celle du président ivoirien en Égypte en 2017. Il a été accueilli à son arrivée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Il s'est tenu ce mercredi un conseil des ministres, conseil présidé par le chef de l'État. Des décisions concernant notamment l'établissement des nouvelles cartes d'identité et le contrôle des instruments de mesure dans les commerces ont été prises par le conseil. Et puis, assemblée de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, FMI, le Premier ministre ivoirien y représente la Côte d'Ivoire. Bienvenue dans votre édition, je vous le disais. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi est en Côte d'Ivoire depuis maintenant quelques minutes. Une visite officielle, visite qui intervient après donc celle du président ivoirien en Égypte en 2017. Notez qu'il sera question le long de son séjour de renforcement des relations entre les deux pays. Des relations qui, je le précise, se portent déjà très bien. Notez également que le président égyptien a été accueilli à son arrivée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Il s'est tenu ce mercredi un conseil des ministres, conseil présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, des décisions concernant notamment l'établissement des nouvelles cartes d'identité et le contrôle des instruments de mesure dont les commerces ont été prises à ce conseil. On fait le point tout de suite avec Viviane Aïma. Au nombre des décisions du Conseil des ministres, tenu ce mercredi 10 avril, sous la présidence du chef de l'État, figure un projet de loi visant à élargir les infractions prévues au Code pénal. Fait partie désormais des infractions nouvelles punies par la loi, l'intrusion d'armes à feu, de machettes ou de gourdins dans les écoles. Une mesure qui devrait permettre aux enseignants et élèves d'être mieux sécurisés et étudiés dans de bonnes conditions. Ce nouveau projet de loi intègre dans l'arsenal juridique répressif ivoirien des infractions nouvelles, je le dis aussi. Et au titre des infractions, vous avez le maintien de groupes de combat dissous, vous avez l'introduction d'armes dans les établissements d'enseignement, ou bien l'intrusion dans le dit établissement. Vous avez en l'occurrence les traitements humains et dégradants qui sont adressés, la réduction à l'esclavage, qui est une infraction nouvelle formulée à travers ce code. Vous avez l'incrimination du travail dangereux des enfants, qui a été prise en compte. La violence basée sur le genre était aussi traitée dans d'autres textes spécifiques. Tous ces aspects ont été ramenés dans ce nouveau code pénal pour éviter l'éparpillement des textes répressifs. Vous avez aussi l'orpaillage clandestin, qui est un phénomène nouveau pour nous, qui a été intégré, la cybercriminalité, etc., etc. Une autre évolution, c'est que nos juridictions répressives ivoiriennes ont maintenant compétence pour connaître des infractions commises en dehors du territoire national lorsqu'une victime est de nationalité ivoirienne. Donc autant d'éléments qui nous permettent d'être très confiants par rapport à la valeur et à la qualité de cette proposition qui sera soumise à la lecture de l'Assemblée nationale dès l'ouverture des prochaines sessions. Établies depuis 2009, les cartes nationales d'identité de millions d'Ivoiriens vont arriver à expiration à partir du mois de juin 2019. Le Conseil des ministres a d'ores et déjà pris des dispositions pour l'établissement dans les délais des nouvelles cartes d'identité. Le Conseil a adopté un décret portant approbation du contrat de partenariat relatif à la conception, au financement, à la mise en place, à l'exploitation, au maintien en condition, à la mise à niveau et au gros entretien renouvellement du registre national des personnes physiques, en abrégé RNPP, conclu le 8 avril 2019 avec la société Semlex Côte d'Ivoire. Le processus de mise en place des solutions qui composent le RNPP
s'étalera sur 2 ans avec une priorité pour la solution devant permettre la production des cartes nationales d'identité. Le système est dimensionné pour produire au moins 36 millions de cartes pendant la durée du contrat, dont 12 millions pendant les 2 premières années, afin de satisfaire aux besoins de renouvellement des cartes nationales d'identité venant à expiration à compter de juin 2019. Dans le souci de sauvegarder les intérêts des consommateurs et même ceux de l'État, le Conseil des ministres a décidé de confier le contrôle de tous les instruments de mesure soumis à la réglementation de l'État à une structure nationale spécialisée. Il s'agit de la société Côte d'Ivoire Métrologie qui va opérer ce service délégué par l'État. Le dimensionnement des différents appareillages, l'étalonnage sera maintenant de la responsabilité de cette société en termes de vérification. Le Conseil a par ailleurs été informé de la prochaine visite à Abidjan d'Ivanka Trump, la fille et conseillère spéciale du président américain Donald Trump, le 17 avril prochain, dans le cadre du sommet régional de l'initiative de financement en faveur des femmes entrepreneurs en Afrique de l'Ouest, organisé par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et la Banque islamique de développement. Le prochain Conseil des ministres se réunira le 24 avril prochain. On poursuit en images, assemblée de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, FMI. Le Premier ministre ivoirien y représente la Côte d'Ivoire, cela dans un contexte de concordance entre le FMI et la Côte d'Ivoire, au lendemain donc d'une mission d'évaluation du parcours économique du pays. Retour en Côte d'Ivoire, direction Yamoussoukro, où va se tenir demain la séance inaugurale de la session ordinaire 2019 du Sénat. Une séance qui se tient une semaine donc après la nomination par le président de la République des 33 derniers sénateurs, portant le nombre des sénateurs à 99. Mais comment va fonctionner le Sénat? Quel rapport entre le Sénat et l'Assemblée nationale? Élément de réponse tout de suite avec Kader Sogodogo. Les sénateurs ivoiriens retrouvent pour la 2e fois la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Cette fois-ci, les choses sont différentes. Ils seront au grand complet. Le Sénat de Côte d'Ivoire est une chambre qui compte 99 sénateurs, dont 66 sont élus et 33 nommés par son Excellence, Monsieur le Président de la République. En 2018, le 28 mars précisément, les 66 sénateurs ont été élus et ont élu leur président à la suite le 5 avril 2018 avant d'adopter un règlement et de présenter ce règlement au Conseil constitutionnel qui l'a déclaré conforme à la Constitution le 5 juillet 2018. Ces actes ayant été posés, il ne manque que la mise en place des organes et la décision, le décret signé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour la nomination de 33 sénateurs permet à cette Chambre de disposer de l'ensemble des sénateurs pour exercer le travail parlementaire. Comment le Sénat va fonctionner? Ses missions. Qu'est-ce qui le différencie de l'Assemblée nationale avec laquelle il constitue les 2 chambres du Parlement ivoirien? L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est la chambre basse de notre Parlement et le Sénat est la seconde chambre, chambre haute du Parlement. Ces 2 institutions sont donc membres du Parlement et ont pour mission conjointe ou partagent la même mission, celle de voter la loi, consentir l'impôt, contrôler l'action gouvernementale et évaluer les politiques publiques. En sus, pour le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. Comme le stipule la Constitution ivoirienne en son article 94, le Sénat a une session unique de 9 mois. Cette session part de avril à décembre. Elle s'ouvre 7 jours ouvrables après celle des députés et se referme 7 jours ouvrables avant la clôture de la session de la Chambre basse, l'Assemblée nationale.
Autorité du bassin du Niger, ANB, le réseau des députés des États membres initie une rencontre ici même à Abidjan, un séminaire qui vise à s'assurer d'une meilleure approbation par les députés des enjeux et des projets et programmes de l'ANB. Les participants, notez-le, vont également faire le point de paiement des contributions des 9 États membres. L'ABN, l'autorité du bassin du Niger, a pour objectif principal une meilleure gestion des ressources du fleuve. C'est pour apporter un appui à cette mission que les parlementaires des 9 pays membres, dont la Côte d'Ivoire, ont mis en place un réseau. Pendant 2 journées, les participants vont élaborer la feuille de route 2019-2021 de leurs activités. Nous avons créé ces réseaux, c'est pour maîtriser les actions de l'ABN, surtout la charte de l'eau, les questions frontalières, qui gèrent les questions frontalières, et la convention de l'eau qu'on doit débattre le 11. Ça aussi, c'est un acquis par rapport aux députés, c'est pour comprendre même le système ABN et appuyer l'ABN dans la contribution des États membres. Ce réseau régional des députés des États membres de l'ABN permettra d'expliquer les enjeux de ce regroupement, surtout d'aborder les questions liées au financement de l'autorité du bassin du Niger. Une telle réunion nous permettra de diffuser le message de l'ABN, non seulement aux députés de Côte d'Ivoire, mais à toute la Côte d'Ivoire, pour les sensibiliser davantage pour les problèmes de l'eau. L'autorité du bassin du Niger est née en 1964. Elle regroupe 9 pays, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad. C'est à Bamako en 2017 qu'est né le réseau régional des députés des États membres de l'autorité du bassin du Niger. Voilà, on faisait le point donc des activités à mi-parcours de l'ABN, autorité du bassin du Niger. C'était avec Kolo Koulibaly. On poursuit avec cette annonce émanant du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Il nous est donné de constater que malgré les différentes campagnes de sensibilisation relatives à la saison des pluies et conformément aux mesures de prévention prises par le gouvernement, des ménages vivant dans des zones à risque résistent encore et refusent de quitter ces lieux dangereux. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, en exécution des décisions du gouvernement, rappelle aux populations vivant dans les zones à risque, bassins d'orage, cuvettes, flancs de collines, et qu'elles doivent impérativement quitter ces sites extrêmement dangereux en raison de la saison des pluies. Les opérations de dérapissement seront poursuivies pour sauver les vies humaines. Ce présent communiqué tient lieu de mise en demeure. Pour soutenir la Côte d'Ivoire dans ses efforts de mobilisation des ressources financières internationales pour la lutte contre le changement climatique, un projet de préparation à l'accès au financement vient d'être lancé. Eh bien, il est question d'échanger avec les parties prenantes sur l'orientation et les pistes d'amélioration de chaque composante du projet. C'est ce que nous explique Grace Kando. L'accessibilité aux fonds internationaux liés à la lutte contre les changements climatiques reste difficile. Comment élaborer des projets qui respectent les critères des guichets climatiques? Une question au centre d'une rencontre à Abidjan en vue d'élaborer un projet de préparation de la Côte d'Ivoire à l'accès au financement climatique. Ce projet permettra la formulation de 2 notes conceptuelles bien détaillées pour soumission au Fonds vert pour le climat et d'une proposition complète pour soumission au Fonds d'adaptation. Ce projet favorisera l'étude sur les options pour l'accréditation de 2 institutions nationales de la mise en œuvre auprès du Fonds vert pour le climat. Le projet de préparation de la Côte d'Ivoire à l'accès au financement climatique bénéficie de l'appui technique et financier de plusieurs partenaires. Nous, on a réfléchi, pourquoi ne pas solliciter l'appui des experts, des gens qui savent élaborer les projets pour nous appuyer. Et c'est pour cela, là-bas, nous assiste en nous donnant un fonds pour ça. Mais aussi, il faut que les compétences restent. Il faut qu'au plan national, on puisse avoir des personnes capables d'écrire des projets. On fait beaucoup de consultations avec les parties prenantes locales pour absorber, pour comprendre, évaluer
et ensuite faire le design, la structuration appropriée qui répondent aux besoins locaux et établir une liste longue et ensuite une liste de priorités, de projets sur la base des besoins locaux. Au thème de la rencontre, des orientations et avis seront recueillis auprès des parties prenantes sur les composantes du projet. On en vient à l'atelier initié par le Centre national de coordination du mécanisme national d'alerte précoce. Objectif de cet atelier, mettre en synergie les actions des structures intervenant dans l'alerte précoce et la mise en œuvre des réponses rapides, de sorte donc à prévenir les conflits en période électorale. Herman Guivet. Troubles et contestations surviennent souvent au cours d'échéances électorales. Pour prévenir ces violences au cours des échéances électorales à venir, un atelier réuni autour de cette question des acteurs intervenant dans l'alerte précoce et la mise en œuvre rapide des réponses à ces alertes. Partenaire technique et financier du Centre national de coordination du mécanisme de réponse, le NDI, le National Democratic Institute, entend contribuer de manière bien définie au succès de cette mission. Le National Democratic Institute et ses partenaires de mise en œuvre se proposent donc dans le cadre de ce programme d'intervenir sur toute l'étendue du territoire et plus particulièrement dans 15 localités jugées comme zones à risque potentiel pour créer les conditions d'élections apaisées en 2020, renforcer la cohésion sociale et communautaire, augmenter la résilience de ces communautés à faire face à toutes sortes de chocs endogènes et exogènes. Pour Nancy Lawenthal, représentante pays de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID, le déficit de coordination est préjudiciable pour les pays et les populations. Le renforcement des capacités en vue d'assurer la sécurité des populations nécessite impérativement une approche coordonnée et intégrée dans les dispositifs de veille. Nous saluons la tenue de cet atelier qui s'inscrit dans le cadre de l'anticipation voulue par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, sur les grandes problématiques et enjeux auxquels le gouvernement est appelé à faire face. C'est un message à l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux que les autorités ivoiriennes ont pris la pleine mesure des échéances de 2020, notamment au plan politique. Elles mettent ainsi en œuvre toutes les mesures permettant d'avoir un dialogue inclusif avec les différents acteurs sur les grands sujets à enjeux nationaux. Objectif général, mettre en synergie les actions des structures intervenant dans l'alerte précoce et la mise en œuvre des réponses rapides, élaborer un plan d'action intégré susceptible d'appui au programme Transition et Inclusion Politique, le PTI. Direction Grand Bassam où l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire a réuni ses membres ce mercredi. Il s'agissait du séminaire inaugural de la nouvelle mandature, séminaire ouvert par le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur qui y représentait donc le président de la République. Compte rendu, Mamadou Kouassi. Le séminaire inaugural des élus régionaux a été l'occasion pour ces responsables en charge du développement local d'exposer les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Au nombre de ces problèmes, la rareté des ressources financières adéquates allouées par l'État de Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, certains conseils régionaux bénéficient d'appui extérieur dans le cadre des financements de projets. C'est le cas des régions de la Bagoué, du Folon et du Poro qui partagent ensemble un programme avec des collectivités du Mali et du Burkina Faso. Siama Bomba, président de cette organisation, a partagé cette expérience financée par la coopération suisse avec ses pairs, avant de les inviter à s'intéresser aux actions du Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA, initiateur de ce programme qui renforce les actions de développement au niveau des frontières. 20 forages qui ont été réalisés 10 côté malien, 10 côté burkina. Le fait de voir un Ivoirien aller au Mali ou au Burkina parler des forages qu'on leur a donnés, je pense que cela concourt justement à l'intégration. À la clôture de ce séminaire inaugural, nouveaux et anciens conseillers régionaux sont réjouis des enseignements. Quand on a peu de moyens, il faut tenir compte des besoins réels des populations. Qu'on réalise ne serait-ce qu'un petit nombre de choses, ça touche les populations parce qu'elles se sentent concernées. Nous avons demandé ici de nous outiller à faire des recherches de financement en ressources propres. Si nous réussissons à avoir nos ressources propres à nous, peut-être qu'ajouter à la subvention de l'État
nos régions vont être un peu plus digestes dans le travail. Si le chef de l'État décide de mener cette année une politique sociale hardie, nous nous organiserons pour nous mettre en ligne avec ces instructions pour que nos populations ressentent également le fruit de cette politique dans leur environnement de tous les jours. Représentant le ministre Eugène Akaolé, président de la RDCI, Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, Philippe Légré et le préfet de Bassam ont tous deux invité les élus régionaux à plus d'action pour traduire en actes le programme social du gouvernement. Retour à Yamoussoukro où les membres du comité national de lutte contre la traite des personnes sont en ce moment en conclave. Objectif, évaluer à mi-parcours le bilan des actions du plan d'action national de lutte 2016-2020 et c'est avec Soro Corona qu'on en parle. La traite des enfants et les pires formes de travail des enfants connaissent une régression ces dernières années en Côte d'Ivoire. Cela grâce aux actions conjuguées de la première dame Dominique Ouattara et du gouvernement. C'est le contraire pour la traite des femmes et des hommes soumis aux travaux forcés et à l'exploitation sexuelle. Les victimes de ces pratiques ne sont ni identifiées ni assistées et les auteurs de ces crimes sont impunis. Depuis 2016, un plan d'action national et un comité national de lutte contre la traite des personnes ont été mis en place pour résoudre cette question. À Yamoussoukro, les acteurs se sont retrouvés pour évaluer à mi-parcours le plan d'action national de lutte contre la traite des personnes en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a beaucoup travaillé sur la situation des enfants qui sont en situation difficile de maltraitance. Voilà. Maintenant, la Côte d'Ivoire, avec l'appui de l'ONUDC, veut essayer d'ajuster les tirs en prenant comme repère les normes internationales pour pouvoir gérer la question au niveau national. La Côte d'Ivoire n'est pas seule dans cette lutte pour l'éradication de la traite des personnes. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime travaille au renforcement de la coordination et des capacités des parties prenantes. Il s'agira de renforcer les capacités des acteurs de la justice, à commencer par les OPJ, sur les techniques de détection des cas de traite, les techniques d'enquête et les techniques de poursuite. Donc avec cet appui, l'ONUC accompagne l'État de Côte d'Ivoire dans sa réponse qui a déjà commencé. Durant 3 jours, les participants à cet atelier vont également identifier les stratégies dans la réponse de lutte contre la traite des personnes en Côte d'Ivoire par secteur et identifier les actions prioritaires dans le cadre du plan d'action national. On parle politique à présent. Le mouvement PDCI Renaissance s'agrandit. 46 secrétaires de session du PDCI RDA de Bangolo adhèrent à ce mouvement présidé par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Ils l'ont fait savoir lors d'une cérémonie de présentation. Godefroy Okombawa. Dans la ville de Bangolo et dans plusieurs villages de cette localité de la région du Guémon, ils ont porté à bout de bras le PDCI RDA jusqu'à cette année. Depuis ce mois d'avril, ils ont fait le choix, à leur propre initiative et après analyse de la situation politique, d'adhérer au PDCI Renaissance. Ce sont 46 secrétaires de section du PDCI qui refusent la rupture avec le RHDP. À leur demande, ces 46 nouveaux militants du PDCI ont opéré un ralliement public et se sont mis à la disposition de la délégation départementale du mouvement PDCI Renaissance de Bangolo. Je suis militant du PDCI. Je suis membre du Grand Conseil régional et aujourd'hui délégué permanent du PDCI Renaissance. J'ai opté ce choix parce que moi je suis un homme de paix. Nous sommes engagés aux côtés de nos délégués, M. Doupierre, pour effectivement implanter, installer dans les derniers hameaux toutes les structures de base de ce mouvement qui est le PDCI Renaissance. Son coordonnateur, Doupierre, les a félicités pour leur choix qu'il a qualifié d'éclairé, rappelant les idéaux du RHDP et tout le bénéfice que Bangolo et la région du Guémon vont tirer de leur adhésion à ce parti. Le RHDP nous a permis, après tout ce que la Côte d'Ivoire a vécu, de nous retrouver et ensemble de regarder la même direction dans l'intérêt de toute la Côte d'Ivoire, avec toutes ces réalisations initiées par son excellence le président Alassane Ouattara et qui font aujourd'hui la fierté de notre pays.
Le coordonnateur du mouvement PDCI Renaissance de Bangolo envisage une tournée dans les cantons que compte le département de Bangolo afin d'établir durablement le mouvement PDCI Renaissance dans cette partie de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ensemble pour la continuité avec le RHDP. C'est le thème retenu pour la rentrée politique du mouvement Action 2020 tenue récemment à Korogo. Kader Fofana, président du mouvement Action 2020, a appelé à l'occasion à l'union et à la solidarité autour de Alassane Ouattara, président du RHDP. Et c'est avec Konaté Moussa qu'on en parle. Le mouvement Action 2020 s'engage pour la continuité avec le RHDP en 2020. À sa rentrée politique à Korogo dans la cité du Porou, le président Kader Fofana a invité les populations à l'union et à la solidarité autour du chef de l'État Alassane Ouattara, président du RHDP. Aujourd'hui, le RHDP est la maison qui pourra véritablement rassembler tous les fils et filles de cette Côte d'Ivoire-là. Donc nous sommes ici à Korogo pour lancer un appel à la mobilisation de tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire pour dire que le président Alassane Ouattara nous a permis véritablement de positionner la Côte d'Ivoire là où elle se trouve. Nous, en tant qu'Action 2020, nous disons que notre choix, c'est le président Alassane Ouattara. Notre boussole, c'est le président Alassane Ouattara. Dans le cadre de ses activités pour l'année 2019, le mouvement Action 2020 prévoit une tournée de mobilisation dans différentes localités. Objectif, sensibiliser les populations à s'engager dans la continuité avec le RHDP. L'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire vient de lancer également ses activités annuelles au titre de l'année 2019. C'est la commune de Marcory qui a été choisie pour abriter la cérémonie. Thème retenu, quelle réforme novatrice pour une retraite efficace et assurée? Le point avec Walter Amadou Ouattara. Les questions liées à la retraite préoccupent l'OJPCI, Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire. Cette organisation, qui veut davantage se rapprocher des populations, vient d'initier une conférence sur le thème « Quelle réforme novatrice pour une retraite efficace et rassurée ?» Cas de l'IPS SEGRAE, Caisse générale de retraite des agents de l'État. Cette conférence marque le lancement des activités de l'OJPCI au titre de l'année 2019. Nous avons choisi cette thématique avec la SEGRAE. Mais je pense que la CNPS n'est pas loin, vu qu'aujourd'hui nous avons deux régimes. Il y a la CNPS qui s'occupe du privé et la SEGRAE qui s'occupe bien entendu des fonctionnaires de l'État. Alors, mais pour pouvoir faire le distinguo entre les deux entités, il faut bien entendu avoir écouté la SEGRAE, faire la différence, se mettre à niveau. La conférence a permis à Niangouran Simplice, conseiller technique du directeur général de l'IPS SEGRAE, parrain de la rencontre, de partager avec l'assistance les avancées de sa structure. Les délais de traitement de dossiers des candidats à la retraite ont évolué. De 365 jours, ils sont désormais de 12 jours. Aujourd'hui, le paiement d'une pension après la fin du mois de cessation d'activité est une réalité. Donc nous avons, dans les 45 jours, nous payons les pensions de retraite. Nous sommes représentés dans 11 agences, nous couvrons tout le territoire ivoirien. Un fonctionnaire à la retraite ou un agent de l'État à la retraite n'a pas besoin de se déplacer à Abidjan pour prendre des informations. À cette occasion, Rosine Anno, conseiller technique du ministre de la Communication et des Médias, a traduit aux membres de l'OJPCI le soutien de Sidi Temoko Touré, président de la cérémonie. L'OJPCI a une vingtaine d'activités programmées sur toute l'année. On note, entre autres, un atelier de renforcement sur les changements climatiques, une formation à la maîtrise du logiciel Excel, la célébration de la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. L'actualité internationale de ce mercredi nous conduit en Israël, en Libye et au Niger. On y va tout de suite avec Soro Wodjantelehe et Alexis Oudraogo. La famille de l'ancien président du Niger, Ibrahim Barré, réclame justice. Il y a 20 ans, l'homme disparaissait dans une base militaire du pays. La Cour de justice de la CEDEAO a fait savoir en 2015 qu'il y a eu une double violation dans l'affaire, celle du droit à la vie du défunt et le droit de ses proches à avoir accès à la justice.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies cherche une solution immédiate au combat libyen, une crise déclenchée le 4 avril dernier par l'attaque des hommes de Khalifa Haftar sur Tripoli. 8 ans après la chute de Kadhafi, le pays reste dans la turbulence. En Israël, Benjamin Netanyahou n'est annoncé vainqueur des élections législatives par les projections des médias. Selon les télévisions israéliennes, le Likoud de Netanyahou a une avance sur le parti bleu-blanc de Benny Gantz qui permettra au Premier ministre sortant de former un gouvernement de coalition. Et pour rappel, sachez que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi est en Côte d'Ivoire pour une visite officielle, visite qui intervient après celle du président ivoirien en Égypte en 2017. Il sera question le long de son séjour du renforcement des relations entre les deux pays. Abdel Fattah al-Sisi a été accueilli à son arrivée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.